Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, on va se demander pourquoi le rire est dans Gargantua une voie vers le savoir. Dans le disin initial, qui est au tout début de Gargantua, ce poème de Divers, le rire est présenté avec une mission thérapeutique et sociale, qui consiste à rendre le lecteur joyeux dans son esprit et dans son corps, lui qui est occupé par des soucis et des chagrins. C'est vrai par l'effet immédiat du rire, mais aussi, comme cela est développé dans le prologue, par le plus haut sens qu'il permet d'atteindre, et on peut dire à ce titre que le rire est une voie vers le savoir et un savoir qui fait du bien. Et dans le prologue de l'auteur de Gargantua, Socrate est dit toujours riant, toujours dissimulant son divin savoir. Et comme Socrate est mis sur le même plan que le livre, on peut considérer que le livre Gargantua est toujours riant et toujours dissimulant son divin savoir. Ça veut dire que le rire entrerait dans une stratégie de cryptage du sens profond du texte. Et l'auteur comique Rabelais est comme Socrate, qui se présente comme un joyeux de rire, car son aspect est ridicule, mais pour mieux, en réalité, cacher un autre visage plus sérieux, plus grave et plus profond. On peut donc dire que dès le début de Gargantua, le lecteur est invité à chercher derrière ce qui est comique quelque chose de plus sérieux, et de considérer que le rire est une voie vers le savoir. Il y a plusieurs façons de considérer tout ça, et la première, la plus évidente, c'est le rire satirique. C'est un rire de moquerie qui attaque les vices et les mauvais comportements. Et donc on peut dire que le rire satirique a une dimension sérieuse, a une dimension morale, puisque ça n'est pas seulement un rire pour rire, mais c'est un rire qui sert à véhiculer une critique sociale, une critique qui est donc sérieuse. On peut aussi penser que ce rire satirique sert d'exutoire, car le rire, qui est souvent le rire des victimes, permet de se venger des méchants. Dans Gargantua, le rire satirique a au moins deux cibles. C'est d'abord les théologiens de la Sorbonne, et ensuite Charles Quint, le roi d'Espagne. Alors pour les théologiens de la Sorbonne, donc ces professeurs de l'université de la Sorbonne qui représentent à cette époque-là le pouvoir religieux, et en particulier ce qu'il y a de plus conservateur et aux yeux de Rabelais rétrograde dans les autorités chrétiennes et catholiques en France, qui représente aussi l'autorité qui possède le pouvoir de censure des livres, eh bien on peut prendre quelques exemples. Le premier, on peut le trouver dans le chapitre 7, au moment où il est question de la toute petite enfance de Gargantua. La Sorbonne ici est visée dans son rôle de censure, justement, puisque la formule traditionnelle de censure de la Sorbonne est tournée en dérision. Normalement, quand un livre, une œuvre quelconque est censurée par la Sorbonne, elle est appelée en latin « male scandalosam ». Elle est scandaleuse, elle est déclarée scandaleuse et à ce titre-là, elle doit être interdite. Eh bien, dans la version de Rabelais qu'on trouve dans ce chapitre 7, l'adverbe latin male, de cette expression male scandalosam, est détourné et devient un néologisme plaisant dans ce contexte-là où il est question de l'allaitement du jeune Gargantua, puisque male est transformé en mamellement. Et à travers cette évocation de la censure de la Sorbonne, puisqu'il est question ici de mamellement scandaleuse, il est très possible que Rabelais fasse allusion aux condamnations dont le livre précédent, Pantagruel, a été l'objet. On peut penser qu'il attaque d'une manière générale la censure, le pouvoir de censure rétrograde, conservateur de la Sorbonne, mais aussi qu'il se sert de son livre pour régler quelques comptes. Et puis l'autre moment évidemment satirique contre les théologiens de la Sorbonne, c'est la harangue de Janotus de Bragmardo au moment de l'histoire des cloches de Notre-Dame, puisque l'émissaire, l'ambassadeur qui est envoyé par les théologiens de la Sorbonne pour représenter les Parisiens, qui va demander à Gargantua de rendre les cloches de Notre-Dame, eh bien, c'est Janotus de Bragmardo, et tout un chapitre est consacré à ce qu'on appelle sa harangue. Il suffit d'en lire quelques extraits pour comprendre que ce Janotus de Bragmardo ne sait absolument pas s'exprimer correctement, qu'il est incapable de construire une argumentation un petit peu valable et que même sa performance orale est vraiment lamentable, puisque le discours, c'est tout le chapitre 19,
commence de cette façon. Bjour, monsieur, bjour. Bien à vous, messieurs. Ce ne serait que bon que vous nous rendiez nos cloches, car le besoin s'en fait bien sentir. Nous en avions autrefois refusé l'argent de ceux de Londres en Cahors, ainsi que de ceux de Bordeaux en Brie. Bon, je ne vous fais pas tout le discours, mais lisez-le et vous allez voir qu'on peut dire que ça part dans tous les sens, qu'il est incapable de composer une argumentation correcte et que tout ça, évidemment, derrière ce personnage de Janotus de Bracmardo, eh bien, on attaque de manière satirique parce qu'évidemment, sa performance fait rire le lecteur comme elle fait rire l'ensemble des compagnons de Gargantua et Gargantua compris. Il est un peu comparable, si vous connaissez le Malade imaginaire de Molière, à Thomas Diafoirus qui fait ses compliments aux différents membres de la famille, puisqu'il est incapable de parler devant les autres. Dans le texte, on lit ces interjections, ces bruits de bouche, arche, des bruits que j'ai essayé de reproduire avant dans la lecture. On voit aussi qu'il utilise un savoir livresque, mais qui est totalement incompris et qui ne sert absolument à rien dans son argumentation, avec des phrases de type « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est là que gît le lièvre ». Ou encore, un petit peu plus bas, toute cloche clochable, lorsqu'elle cloche dans le clocher, fait clocher en clochant par sa nature clochative ceux qui clochent clochablement. Le Parisien a des cloches. Conclusion, Gluck. Vous voyez que ces jeux de mots ridicules sur cloche montrent un orateur qui est totalement incapable de raisonner de manière saine et moderne. Et comme on le voit juste après la fin de son discours, c'est-à-dire juste au début du chapitre 20, tout le monde est pris d'un fou rire qui va même emporter jusqu'à Janotus de Bracmardo lui-même. Et derrière lui, bien entendu, il y a une satire, non pas de ce personnage qui est évidemment fictif, mais une satire des théologiens de la Sorbonne d'une manière qui est beaucoup plus générale. Et une autre cible importante dans Gargantua de la satire passe bien sûr par le personnage de Picrochole. Dès les premières lectures de Rabelais au XVIe siècle, on a compris, ou en tout cas on a interprété derrière ce personnage-là, qu'il pouvait s'agir d'une attaque contre Charles Quint, qui est un ennemi du roi français François Ier, et en tout cas son grand adversaire politique et militaire, qui est ici, s'il apparaît sous le trait de Picrochole, transformé en fantoche caricaturale, puisque le grand empereur Charles Quint, empereur d'Allemagne, roi d'Espagne, n'est plus ici qu'un petit tyran de campagne, et son rêve de conquête universelle est complètement tourné en dérision par le dialogue de folie collective qui est rapporté au chapitre 33 par exemple, et qui apparaît d'une manière beaucoup plus globale dans tout l'épisode de la guerre picrocoline au milieu de Gargantua, par le tempérament colérique de Picrochole, puisque c'est bien l'étymologie de son nom, et ça correspond tout à fait au caractère qu'on voit de lui, qui d'ailleurs finit par tuer son cheval de colère, qui est un roi de carnaval, un roi qui se met en colère sans arrêt, et qui apparaît évidemment comme une cible satirique, si on considère que derrière lui, il faut comprendre qu'il y a le roi d'Espagne, Charles Quint. Et on peut évidemment, pour renforcer cette idée, prendre n'importe quel exemple d'un épisode, d'une des étapes de la guerre qu'on trouve dans les chapitres qui sont à peu près au centre du livre de Gargantua. Et pour conclure sur cette idée que le rire peut être dans Gargantua une voie vers le savoir, on peut évoquer les vertus philosophiques du rire dans la mesure où il crée un étonnement qui conduit le lecteur à se poser des questions. Et donc, qu'il y ait un sens plus élevé, un plus haut sens, ou non, derrière les scènes comiques, les moments particulièrement drôles de Gargantua, ou pas, finalement, le dispositif du texte de Gargantua pousse systématiquement le lecteur à se poser des questions et à s'étonner. Le rire dans Gargantua vient souvent de la création d'images assez étonnantes, et l'étonnement est précisément à l'origine de la philosophie, c'est-à-dire de la pensée vivante, de la remise en question permanente. Et donc le rieur a la capacité de s'étonner de tout. Et on peut prendre l'exemple des cloches de Notre-Dame. Quand Gargantua compisse les Parisiens, entre guillemets, le rire, évidemment, peut être gratuit, mais il peut aussi être satirique, parce qu'il s'agit peut-être de se moquer des Parisiens, ou de se moquer des Sorbonnards, des professeurs de théologie de la Sorbonne. En fait, Rabelais conserve un trouble entre la tentation d'une lecture sérieuse,
qui verrait par exemple un châtiment dans ce déluge d'urine sur les Parisiens, ou bien une lecture purement plaisante, une lecture purement comique. En tout cas, le livre Gargantua met toujours le lecteur dans cette posture qui consiste à se poser la question. Est-ce qu'il y a un sens à trouver derrière ce rire ? Et donc, on est sans arrêt en train de rechercher à rire pour comprendre si ce rire, cette blague, ce moment comique dissimule un sens qui est plus élevé. Et on se retrouve donc de manière systématique dans une position qui est vraiment une position philosophique, qui consiste à se poser des questions. Et d'ailleurs, dans le disin initial, on lit « Vrai est qu'ici peu de perfection vous apprendrez, sinon en cas de rire ». Et ce passage semble vouloir dire qu'il n'y a rien à apprendre du texte si on ne rit pas. Et par ces vers, le rire est promu comme une émotion qui est fertile sur le plan intellectuel. On peut comprendre que Gargantua apprend au lecteur à rire, c'est-à-dire à devenir vraiment un homme, c'est-à-dire un humaniste, quelqu'un qui sait réfléchir. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cette idée selon laquelle le rire dans Gargantua serait une voie vers le savoir. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao. You lay there on the kitchen floor.